Voici la deuxième partie du thème 48 et nous allons parler aujourd'hui du Second Empire, c'est-à-dire de la période qui va du coup d'État de Louis-Napoléon Bonaparte lors de la Seconde République jusqu'à 1870, donc la fin du Second Empire et le début de la Troisième République. Rappelons tout de même les événements tels qu'ils se sont déroulés dans les mois qui ont précédé ce coup d'État. Louis-Napoléon Bonaparte était président de la Seconde République, mais il souhaitait faire modifier la Constitution car cette Constitution lui imposait de ne pas pouvoir se représenter à la fin de son mandat de 4 ans. Donc, il décide de faire son coup d'État et il remplace la fonction de président par la fonction d'autorité impériale. Donc il restaure l'empire et vous allez voir, il restaure parce que son oncle avait lui-même créé un premier empire en 1804 jusqu'en 1815 et vous allez voir qu'il va reprendre exactement les mêmes techniques, la même méthodologie que son oncle pour s'imposer sur la scène politique et sur la scène également nationale. Donc deux périodes principales lors de ce Second Empire. Une première période de phase extrêmement autoritaire de 1851 jusqu'à 1859 et petit à petit il va libéraliser un petit peu sa politique et il va octroyer plus de liberté au peuple français. Ce Second Empire sera déchu en 1870 suite à la défaite contre la Prusse et à l'emprisonnement de Louis-Napoléon Bonaparte, qui mourra d'ailleurs 3 ans plus tard en exil en Angleterre. Une nouvelle fois, Louis-Napoléon Bonaparte mélange les genres, puisqu'après avoir imposé de façon légale mais autoritaire le rétablissement de l'Empire, il donne la parole au peuple afin qu'il valide sa décision, comme l'avait fait, encore une fois, son oncle. Et donc le 2 décembre, c'est une date symbolique, le 2 décembre 1852, il fait un plébiscite, il demande aux Français s'ils veulent faire de Louis-Napoléon Bonaparte l'empereur des Français, son Altesse impériale Napoléon III. Ce deuxième plébiscite se déroule d'ailleurs dans des conditions peu démocratiques. Le vote est public, la fraude et l'abstention sont massives, et donc, résultat, la restauration de l'Empire est plébiscitée par 97% des 7 millions de votants. Le nouveau régime va consacrer la puissance de l'empereur, qui va être la clé de voûte de toutes les institutions. Donc, nous allons voir qu'il va y avoir plusieurs caractéristiques, un pouvoir absolu. Il va utiliser des symboles précis que l'on va retrouver, des symboles qu'utilisait son oncle. Et je vous l'ai dit, 2 périodes différentes, une première période autoritaire et une deuxième période plus libéralisatrice de la politique. Donc c'est tout d'abord un pouvoir absolu. Il détient le pouvoir exécutif. Il a également une large partie du pouvoir législatif. Il a seul l'initiative des lois. Et c'est lui qui nomme les membres des 2 assemblées, le Sénat et le Conseil d'État. Il y a une 3e assemblée, ce n'est pas lui qui nomme les membres, mais il peut consulter directement les Français par plébiscite. Donc le corps législatif est la seule assemblée élue. Elle vote les lois, mais elle ne peut ni les proposer, ni les discuter. Au final, donc, le Second Empire remplace la séparation des pouvoirs par la concentration des pouvoirs entre les mains de l'empereur.
Il remplace aussi la souveraineté nationale par la souveraineté impériale. Donc même si le peuple élit ses représentants au suffrage universel, en fait, ils n'ont aucun pouvoir. Napoléon III, puisqu'il faut l'appeler comme ça maintenant, va utiliser de nombreux symboles. Le virage politique, donc, est marqué par un changement de symbole par rapport à ce qui était le cas sous la Seconde République. Comme sous le Premier Empire, la fête nationale est fixée au 15 août, jour de la Saint-Napoléon. Le drapeau tricolore est conservé, mais modifié, puisque l'aigle impérial y est ajouté. Marianne, elle aussi, est remplacée par l'effigie de son Altesse impériale Napoléon III, qui va circuler grâce aux timbres, grâce aux pièces. Sur son portrait officiel, visible dans tous les bâtiments publics, Napoléon se fait représenter debout, vêtu d'un costume militaire, recouvert d'un manteau qui rappelle celui du sacre de son oncle. Il arbore la Légion d'honneur qui avait été créée par son oncle. Il tient d'une main une épée et de l'autre le sceptre. À ses côtés, on trouve la couronne, la main de justice et le trône. Donc, au cours des années 1850, donc 1851-1859, le Second Empire connaît une première phase que l'on peut qualifier de sombre. Pendant environ 10 ans, Napoléon III va reposer son règne sur l'autoritarisme, le conservatisme, le populisme, la réduction des libertés et la répression de toute forme d'opposition. L'empereur a pour cela le champ libre puisqu'il s'appuie sur ses ministres conservateurs et une majorité très large de députés du parti de l'ordre. L'opposition politique est extrêmement discrète. Ça s'explique tout simplement par le verrouillage des élections permis par le système des candidatures officielles. Alors, ce qu'on appelle candidature officielle, c'est concrètement à chaque élection, le gouvernement présente ses candidats officiels. Au cours de la campagne, le pouvoir facilite leur élection en finançant leur affiche, en corrompant les électeurs et en intimidant les autres candidats. Et donc le jour J, les fonctionnaires qui tiennent les bureaux de vote remplissent les urnes avec les bulletins de ces candidats. Aux élections de 1852, par exemple, 253 candidats officiels sont élus contre seulement 8 de l'opposition et seulement 14 aux élections de 1857. Donc ces candidats officiels en fait représentent en réalité l'empereur dictateur. Et donc les Français sont de moins en moins dupes et il va y avoir de plus en plus d'abstention qui va régulièrement dépasser les 30%. Donc je vous l'ai dit, au cours de ces 10 années, Napoléon III va mettre en œuvre une politique liberticide, c'est-à-dire qu'il prend des mesures qui font régresser les libertés collectives et individuelles. En février 1852, sa première cible, c'est la presse. Par décret, l'empereur s'attaque à la liberté de la presse en imposant de fortes contraintes. Pour pouvoir paraître, un journal doit obligatoirement s'être déclaré, avoir reçu l'autorisation préalable et régler des taxes énormes. La presse est donc censurée, muselée, entravée. Les Français sont désinformés et n'ont accès aux journaux qu'aux journaux de propagande qui font évidemment l'apologie de l'empereur. Dès 1854, l'empereur limite également la liberté de circulation et de réunion des ouvriers. Chaque ouvrier doit désormais avoir sur lui son livret ouvrier, signé par son employeur, avec son adresse et ses déplacements professionnels et privés, qui doivent être écrits sous peine d'une lourde contravention. Dès la fin des années 1850, l'empereur va utiliser un attentat qui a été organisé contre lui à Paris en janvier 1858 pour faire voter la loi de sûreté générale.
Elle autorise une justice arbitraire et expéditive qui permet de condamner sans procès un individu jugé dangereux pour la sécurité de l'État. Donc au quotidien, Napoléon III fait d'ailleurs surveiller tous les Français par un État policier qui peut tout faire et veut tout savoir. Il est composé des 700 000 fonctionnaires qui prêtent tous un serment de loyauté envers l'empereur. Il est dirigé sur le terrain par les préfets et par les maires qui doivent leur poste à l'empereur. Donc forcément, ils sont loyaux. Le Second Empire donc se dote d'un arsenal dissuasif et répressif, dont les bagnes, ouverts dans les colonies de Guyane et de Nouvelle-Calédonie, sont en quelque sorte les vitrines. Et malgré tout ça, malgré toutes ces mesures liberticides, Napoléon III bénéficie d'une grande popularité. Il est soutenu par les bourgeois qui bénéficient de la prospérité économique permise par l'industrialisation et la modernisation du pays. Il est également apprécié par les paysans qui voient en lui l'homme qui protège leur propriété, qui maintient l'ordre et fait barrage au retour de la révolution ouvrière. Donc cette image d'un empereur proche de son peuple est d'ailleurs véhiculée par la propagande qui joue un rôle clé lors de ces 5 plébiscites victorieux que Napoléon III organise. Les seules voies, la seule petite résistance qui peut exister ne vient pas de l'intérieur, ne vient pas de France, mais vient de l'extérieur, et elle vient donc des exilés, des personnes qui ont dû partir, et qui s'élèvent pour dénoncer la dictature de l'usurpateur de Napoléon le Petit, comme il était appelé. Donc ce sont les voix des résistants de l'extérieur, à l'image des républicains Edgar Quinet ou de Victor Hugo, que le régime accuse d'être les ennemis de l'État. Je vous l'ai dit, une deuxième période va s'ouvrir, une période plus libérale. Napoléon III va assouplir progressivement son régime. Cette période va durer 11 ans. Concrètement, Napoléon III relâche la pression en redonnant aux Français une partie des libertés dont il les avait privés. Ce virage libéral s'explique d'abord par un changement de contexte. À la fin des années 1850, le régime impérial est de plus en plus contesté. Les critiques viennent désormais de l'intérieur et plus seulement de l'extérieur, comme je vous l'avais dit. Les monarchistes, notamment, accusent l'empereur de ne pas être assez ferme avec les ouvriers. Les catholiques, quant à eux, lui reprochent de fragiliser le pape en soutenant militairement le mouvement national italien. La bourgeoisie industrielle et financière l'estime responsable du ralentissement économique qu'ils imputent au traité de libre-échange que l'empereur a signé avec l'Angleterre en 1860 et donc qui permet la vente de produits bon marché britanniques qui font concurrence à la production française. Puisque ces soutiens traditionnels retournent leur veste, Napoléon III fait de même et change de stratégie en cherchant à obtenir le soutien de ses adversaires libéraux. Pour cela, donc, il doit faire des concessions, c'est-à-dire assouplir le régime en accordant aux Français plus de droits et de liberté. Donc, en 1859, il fait voter une loi qui accorde l'amnistie à tous les opposants politiques. Donc, Napoléon III autorise les exilés à rentrer en France sans risquer d'être poursuivis. Alors, de nombreux opposants républicains reviennent en France, mais toutefois, certains doutent de la sincérité de l'empereur, qui cherche, selon eux, à acheter leur silence, et donc ils refusent de rentrer. C'est notamment le cas de Victor Hugo. Refusant tout compromis avec le régime, il préfère rester libre de résister de loin et affirme qu'il ne rentrera en France que quand la liberté y sera elle-même rentrée. Malgré tout, l'amnistie est perçue par l'opposition républicaine comme une autorisation de critiquer le régime impérial sans risque de répression. Et donc la libération de la parole
est d'ailleurs accentuée par le vote d'une loi sur la presse qui supprime l'autorisation préalable et les avertissements. Donc ce nouveau contexte réveille l'opposition. En 1864, les libéraux modérés, par la voix de leur député Adolphe Thiers, réclament à l'empereur les 5 libertés nécessaires, parmi lesquelles la liberté individuelle et les élections libres. Donc l'opposition républicaine gagne du terrain. Aux élections de 1863, 17 députés républicains entrent à l'Assemblée, puis 30 y entrent en 69. Napoléon a d'ailleurs accordé certaines de leurs revendications sociales, puisqu'il accorde aux ouvriers le droit de grève en 1864, puis la liberté de réunion en 1868. En janvier 1870, le Second Empire, dont le gouvernement a été confié 1 an plus tôt à Émile Ollivier, devient même un régime parlementaire. La Constitution est modifiée pour que le gouvernement soit responsable devant l'empereur, mais aussi devant les députés de la nation. Moins présent, Napoléon III laisse le gouvernement gouverner. Il se replie sur son domaine de prédilection, c'est-à-dire la politique étrangère. Dès le 8 mai 70, il sonde une nouvelle fois la popularité de ses réformes en organisant un nouveau référendum. Et là encore, avec 80% de voix favorables, les Français approuvent l'évolution libérale du régime. Le 14 juillet 1870, au sommet de sa popularité, Napoléon III déclare la guerre à son puissant voisin, la Prusse, le royaume de Prusse, qui est gouverné par le roi Guillaume Ier et son chancelier Otto von Bismarck. Mais mal préparée, sous-équipée et en nette infériorité numérique, l'armée française est rapidement mise en déroute. Les troupes prussiennes envahissent l'Alsace puis la Lorraine. Et le 2 septembre, l'armée capitule. Le 3 septembre, l'empereur est même fait prisonnier à Sedan. À Paris, l'annonce de la débâcle impériale enclenche un processus de transition politique et dès le 4 septembre 1870, alors que les troupes prussiennes font le siège de la capitale, les Parisiens décrètent la déchéance de l'Empire et proclament la République. L'empereur mourra en exil en Angleterre 3 ans plus tard. C'est donc la fin de ce Second Empire et le début de la Troisième République qui, elle, va durer beaucoup plus longtemps puisqu'elle va durer jusqu'en 1944.